Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Malika, tu vas bien? Très bien, je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup, moi je suis ravi d'être là. Donc tu es chanteur, tout le monde te connaît, on t'a surtout découvert au début des années 2000. C'est vrai, à l'occasion de la saison 3 de la Star Academy. À l'époque, tu avais atteint la finale et tu t'étais incliné face à Élodie Frégé. Oui. Qui est ta meilleure amie, tu me disais. Qui est ma meilleure amie, qu'on embrasse très fort. Depuis, tu t'es lancé dans une carrière solo et avant, il y avait eu des albums avec les compères de la Star Academy. Et c'est d'ailleurs cette chanson qui t'a jamais lâché, qui a volé l'orange. Oui. Est-ce que t'en as marre quand t'en parles? Non. C'est vrai? Non, j'en ai pas marre. Je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été aussi mise en avant avec cette chanson, d'avoir marqué les gens, parce qu'effectivement, 20 ans après, on m'en parle toujours. J'ai fait beaucoup de choses depuis, ce qui fait que j'en ai pas marre parce que je ne ressens aucune frustration. J'imagine que peut-être si les choses s'étaient passées différemment dans ma vie d'artiste et si j'étais malheureux ou si j'avais pas pu atteindre mes objectifs, peut-être ça m'aurait frustré un petit peu. Mais aujourd'hui, heureux comme je suis, aucun problème. Mais je dis toujours pas si je l'ai volé ou pas, parce que sinon ça me casse mon business. J'allais demander, au final, tu l'as volé ou pas, l'orange? J'ai envie de faire durer le mystère pour les 20 ans à venir encore. T'as une école de musique? Oui. C'est toi qui l'as créée? Oui. Et dans les autres actualités, il y a un album qui vient de sortir. Oui. Et il y a un clip aussi. Oui, oui. Comment ça s'appelle? Alors, l'album s'appelle MK40 parce que cette année, je fête mes 40 ans. Et la chanson et le clip qui... Tu les fêtes quand? Je viens de les fêter. Ouais. Il y a quelques jours, c'est tout frais. Bon anniversaire en retard. Merci beaucoup. Et je me suis fait ce cadeau et j'ai sorti donc mon 6e album qui s'appelle MK40, qui est une sorte de rétrospective, je pense, de ma vie d'artiste et de ma vie d'homme. Et ce clip et cette chanson qui s'appelle Je m'accroche. On le regarde tout de suite. Je m'accroche, je crois pas que la vie soit moche. Parfois elle manque de tendresse et fait des fausses promesses. Mais je m'envole, je me dis que c'est une école. Je suis un bon élève et à la fin je crève. Bon, on va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit flashback. On va retourner dans son enfance. Avec plaisir. Déjà, tu as grandi où? J'ai grandi à Gorzów Wielkopolski. Waouh, j'aurais pas pu le dire, tu vois. Est-ce que tu t'attendais à une réponse aussi complexe? Redis? Gorzów Wielkopolski, c'est 2 mots. Hein, 2 mots, 2 gagnants en Scrabble direct. Alors, c'est une petite ville en Pologne, dans le nord du pays. Je suis né et j'ai grandi en Pologne, que j'ai quitté en 2002, donc quand j'avais 18 ans, pour venir en France. C'était comment ton enfance là-bas? J'ai vécu une enfance assez particulière parce que à l'âge de 10 ans, il m'est arrivé quelque chose de dramatique. J'ai perdu ma maman qui est partie du cancer du sein en 1 an. Donc c'était quelque chose qui m'a complètement traumatisé déjà et puis qui a complètement changé ma vie. Et pour un garçon de 10 ans... Tu avais des frères et des sœurs? Oui, alors j'ai toujours donc un petit frère qui avait 6 ans à l'époque, qui s'appelle Mateusz. Donc c'était un événement tragique, dramatique. Du coup, mon père n'a pas été capable de continuer à nous enlever. Et du coup, ce sont mes grands-parents paternels qui ont pris soin de nous deux. Tu as été éduqué par tes grands-parents? J'ai été élevé par mes grands-parents, oui. Et je pense que quelque part, ils m'ont sauvé. Parce que c'était vraiment une situation très, très, très difficile. Mais aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Parce que même si... Quand on regarde la chose avec du recul, on se dit « Waouh, mais quel drame, c'est terrible ». Mais à un moment donné, pour moi, c'était juste ma vie d'enfant, en fait. Et il fallait que je m'y habitue et il fallait que je continue. Et je pense que je peux dire que malgré tout, j'ai eu une enfance heureuse. Et c'est ça ce qui est paradoxal. Tout ça, évidemment, beaucoup à mes grands-parents qui m'ont donné énormément d'amour. Mais aussi parce que quelque part dans ma tête, j'ai réussi à switcher en mode « Ok, ça ne veut pas dire que je serai quelqu'un de malheureux ». Et je pense que ça continue jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai bien switché. Hein. Ça veut dire que c'était faire preuve de maturité très rapidement, parce que tu avais 10 ans. Je pense que je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est vrai que quand on est confronté aussitôt à la maladie et puis à la mort, on n'a pas le choix.
En tout cas, c'était ma réaction à moi. C'était de, OK, si je veux des choses, il faut que je travaille pour les avoir. Si je veux avoir une belle vie, il faut que je travaille à l'école. Si je veux être musicien, il faut que j'ai de bonnes notes pour que ma grand-mère m'autorise à faire du piano. Tu vois, cet emboîtement des choses, et je fonctionne comme ça, de cette manière, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, tu te mets des... C'est-à-dire que voilà, le jour où j'ai décidé d'être un artiste indépendant, de ne plus travailler avec une maison de disques, avec un producteur, parce que j'ai envie d'avoir une liberté, la liberté totale, c'est même devenu une obsession, je veux être libre à tous les niveaux de ma vie. Bah, si j'ai envie d'avoir ça, il faut quand même que je gagne assez d'argent pour pouvoir me le permettre. Ça veut dire qu'il faut que je me lève tôt. Si je veux être en forme, bah, je vais me lever encore plus tôt pour aller au sport. Voilà, j'arrête pas de fonctionner de cette manière-là. Si je veux obtenir quelque chose dans ma vie... Tu te disciplines, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et de temps en temps, je me lâche et je fais la fête et tout va bien. Mais je pense que je suis quelqu'un d'assez discipliné. Mais tout ça pour dire que je pense que ça vient de ce moment où j'ai perdu ma maman, où je me suis dit que si je veux obtenir des choses, il faut que je travaille dur pour les avoir. Et tu es l'aîné aussi? Oui. Est-ce que ça te mettait des responsabilités supplémentaires? Cette responsabilité-là, je l'ai surtout ressentie avec mon demi-frère David, qui est mon meilleur ami, qui a donc 29 ans aujourd'hui, et qui est né 3 ans après la mort de ma maman. Mon père a refait sa vie avec une autre femme que j'aime beaucoup, et même si on ne vivait plus ensemble, parce que moi je vivais avec mes grands-parents, ils ont donné naissance à David, et c'était un des plus beaux jours de ma vie, en fait. J'ai dû faire une sorte de transfert d'amour sur ce petit être qui est né. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui aussi. Donc je pense que cette responsabilité, alors que j'aime évidemment mon autre frère, mais David déjà je pense qu'il serait mon meilleur ami, même sans être mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous ressemblez beaucoup. Oui, exactement. Donc cette responsabilité, c'était surtout lui. Et tout le monde est en Pologne? Tout le monde est en Pologne. David, il vient souvent me voir à Paris. Moi, je vais le voir à Varsovie. Mais tout le monde est en Pologne. Et c'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir fait ma vie tout seul en France, en fait, parce que c'était mon choix, c'était ma décision, qui était dure à prendre aussi. Et ma grand-mère, elle ne voulait pas me laisser partir, parce qu'elle était inquiète. J'aime bien l'idée d'avoir construit ma vie tout seul, comme un grand. C'est fort. Parce que tu as connu les épreuves tout de suite, très tôt aussi. Oui, peut-être. Et à l'école, ça se passait comment? Il y avait plusieurs étapes. L'école primaire, qui était assez difficile, parce que c'est au milieu, justement, de cette période de ma vie d'enfant que j'ai perdu ma maman. Et pour les enfants, et là je ne parle pas de moi, mais des enfants qui m'entouraient, c'est quelque chose de terrible. Ils ne savent pas comment réagir quand il y a un de leurs camarades qui devient orphelin. Ça leur fait peur, parce que ça les met face à leur crainte. À la et fragilité ils se disent, de la oh là vie. là, comment j'aurais fait si ça m'arrivait à moi? Et tu sais, les enfants sont filtres. Parfois, les réactions peuvent être méchantes. T'as eu de la méchanceté à ce moment-là? Oui, je pense que les autres enfants ont été tellement choqués par ce qui m'est arrivé que du coup, ils m'ont mis à l'écart par peur. Parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter avec toi. Parce qu'ils ne savaient pas, et parfois ça frôlait à la méchanceté, effectivement. Puis finalement, c'était une différence, en fait. C'était une différence, mais moi, il fallait que je gère tout ça dans ma tête. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire de la musique, c'est là aussi que j'ai commencé à me réfugier un petit peu dans mon monde à moi que j'ai commencé à créer. Dans ma tête d'abord et après ça sortait par mes doigts et par ma voix. Parce que c'est là où j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à créer, à sortir toutes ces émotions. À 10 ans? Ouais. C'est là que ça a commencé. T'écrivais? J'écrivais et je composais, oui, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Ouais. Et t'étais encouragé dans cette voie-là chez toi? Non, c'était même tout l'inverse parce que tout à l'heure je parlais de ces grands-parents qui m'ont sauvé et qui m'ont élevé, mais qui étaient très protecteurs. Et eux, ils avaient très peur que je fasse de mauvais choix dans la vie. Déjà, la situation était tellement compliquée à la base, tu vois. Donc, quand j'ai dit à ma grand-mère, je vais beaucoup parler de ma grand-mère, parce que même si mon grand-père était un être extraordinaire, mais c'est avec elle que j'ai eu ce lien très, très fort. Quand je lui ai dit que je voudrais faire de la musique, elle m'a dit... Ok, mais est-ce que d'abord tu peux faire de bonnes études et devenir médecin et après tu peux faire de la musique si tu veux, devenir un avocat? En fait, elle voulait toujours que j'ai une meilleure situation qu'on avait à la maison. Et c'était rempli d'amour, cette envie. Mais pour moi, c'était assez cruel parce que je sentais que je voulais faire de la musique, que c'était quelque chose d'important pour moi. Mais pour un enfant de 10 ou 11 ou 12 ans, c'est difficile à exprimer ça et à imposer ça. Mais j'ai réussi. J'ai réussi et je me souviens... Comme si c'était hier, quand ma grand-mère, après être venue sur le plateau de la Star Academy, elle m'a dit « Mon petit-fils,
heureusement, tu t'es écouté, tu avais raison. Elle a Elle a avoué compris que voilà. Mais bon, elle pouvait pas savoir et puis elle avait tellement peur pour mon avenir. Puis il faut de l'humilité quand même pour reconnaître que à ce moment-là, elle n'avait pas fait le bon choix. Oui, mais elle était tellement contente quand il y avait des gens qui lui demandaient des photos quand elle venait en France. Et là, je dis à Margrethe, tu vois, elle est contente maintenant. Et du point de vue des notes, ça se passait comment? Tu travaillais bien? J'ai travaillé très très bien parce que, encore une fois, je savais que j'avais pas le choix. J'avais un but et je savais que si je ramenais des mauvaises notes à la maison, j'avais encore moins de chances que... Tu étais un bon élève alors? Oui, j'étais un bon élève. Et déjà tout de suite, tu te dis, tu ne penses à aucun autre métier qu'un métier artistique. Il n'y a aucun autre métier que tu envisages à l'école primaire, par exemple. Après, il y a quelque chose qui a chamboulé toute ma vie, et heureusement, parce que c'est grâce à ça que je fais, par exemple, cette émission aujourd'hui, grâce à toi, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la culture française et à la langue française à l'âge de 15 ans. Ça a tout chamboulé parce que c'est grâce à ça que je suis en France aujourd'hui. Comment ça se fait? Et c'était donc une deuxième chose difficile à annoncer à ma grand-mère. Parce que, donc on est au milieu des années 90 en Pologne, tout le monde apprend l'allemand, tout le monde apprend l'anglais, mais personne n'apprend le français. Il est difficile de trouver une école où on apprend le français. Il est difficile d'imaginer un avenir un peu, en parlant français, parce que c'était pas à la mode et puis c'était pas pratique. Donc là, j'étais obligé de dire à ma grand-mère, mamie, en plus de faire de la musique, j'aimerais bien apprendre le français parce que j'aime bien la langue, j'aime bien comment ça sonne. Mais comme ça, d'où ça te vient? Non, je sais d'où ça vient. Ça vient de la musique quand même. J'ai découvert Mylène Farmer quand j'avais 12 ans. Mon père, il a ramené des disques de Mylène Farmer qui n'étaient pas du tout connus en Pologne. Il a ramené les disques de Mylène Farmer d'Allemagne, je pense, où il travaillait. Et je suis tombé amoureux de la voix, de l'univers, très mystérieux. Je pense que ça allait vraiment ensemble avec ma vie d'enfant un petit peu perturbée, un peu introvertie. Et là, d'un coup, j'entends ces sons un petit peu mystérieux, des compositions de Laurent Boutonnat, et puis cette voix tellement mystérieuse. Évidemment, je ne comprends rien du tout à ce qu'elle chante. Et c'est là que je me dis, j'aimerais bien un jour étudier cette langue, parce qu'elle a l'air, elle a l'air déjà différente des autres. C'est fou comme histoire. Ouais. Et là aussi, j'ai réussi. Donc, à l'âge de 14 ans, quand il était moment de choisir mon lycée, j'ai dit à ma grand-mère que j'allais choisir un lycée où on pouvait apprendre le français. Et comme c'était un lycée où il était difficile d'accéder parce qu'il était de très bon niveau, d'ailleurs il l'est toujours, il existe toujours, il fallait que je travaille énormément pour être reçu dans ce lycée. Et j'ai réussi. Donc ma grand-mère, elle était encore plus inquiète. Pourquoi? C'est bien si c'est un lycée difficile. Oui, mais tu sais, quand tu es inquiet pour quelqu'un et tu vois qu'en fait ça avance et ça avance de plus en plus loin, ça veut dire que... Mais tu savais où tu veux aller, toi? Oui, mais je pense qu'elle craignait pour elle le pire à l'époque, c'est qu'effectivement je parte en France un jour parce qu'elle ne voulait pas me perdre, elle voulait que je reste près d'elle, que j'allais étudier à 1 heure peut-être, mais pas plus loin, mais pas à Paris, pas en France, quoi. Jamais aucun autre métier n'a été envisagé que la musique? Quand j'ai commencé à étudier le français, et pour rassurer ma grand-mère aussi, je disais « Mamie, t'inquiète pas, le français, je pourrais devenir prof de français ou traducteur ». Et c'est vrai que ça l'a rassurée un petit peu. Donc c'était... Et puis quand je suis parti en France étudier, j'ai étudié à la Sorbonne, et j'ai étudié lettres modernes et sciences du langage. Donc effectivement, la fin de ce chemin, ça aurait pu être devenir prof. Et c'est ce que je disais à ma grand-mère, t'inquiète pas, je vais revenir en Pologne et je vais être prof de français. Ça l'a rassurée. Mais au fond de moi, je savais que, au fond de moi, je savais que c'était pas mon truc. Mais ça l'a rassurée quelque part. Et moi, ça m'aurait peut-être pas dérangé. D'ailleurs, la preuve, je parle français aujourd'hui et j'enseigne aussi. Bon, pas le français, mais à la musique. Mais je suis quand même devenu prof. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs dans ta famille? Avant mon petit frère, qui aujourd'hui donc est un artiste extraordinaire. D'ailleurs, c'est le plus gros vendeur de disques en Pologne. Mais non. Oui. Mais avant, non. Oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Il vient de fêter 10 ans de carrière. Et je suis extrêmement fier de lui. Et il a débuté en même temps que toi? Non, il a débuté il y a 10 ans. Donc il avait 17 ans. Il a débuté sur Internet. Il enregistrait des reprises qu'il enregistrait chez moi à Paris, dans mon petit studio. Il les mettait sur Internet et il avait des vues, le nombre de vues extraordinaire. Il a été contacté par une maison de disques et il a sorti son premier album qui a été un carton. Et depuis, il a sorti 6 albums et il mène une carrière. Mais tu ne peux pas imaginer ce qui se passe autour de mon frère. Ah, donc là, c'est David? Oui, là, c'est David, ouais. Mais ce qui est très beau,
Ce que je dis parfois dans les interviews en France et en Pologne, c'est qu'à l'époque, quand il a commencé, parce que j'ai eu une carrière aussi en Pologne, à un moment donné, j'ai décidé de l'arrêter pour des raisons purement politiques, parce que je n'aimais pas ce qui se passait politiquement dans mon pays. Mais à l'époque, on disait, quand David commençait sa carrière, on disait c'est David, le frère de Michał Kwiatkowski. Et aujourd'hui, quand j'y vais, c'est l'inverse. Ils disent ah, mais c'est Michał, le frère de David Kwiatkowski. Et ça me rend fier, tu peux pas imaginer. Mais c'est sûrement grâce à toi que lui s'est lancé dans la musique. Non, je n'aime pas dire grâce à moi. C'est grâce à lui et que grâce à lui. Je sais que j'ai été une sorte d'inspiration pour lui, de soutien, c'est sûr, et je le serai toute ma vie, mais pas grâce à moi, grâce à lui. Parce qu'avant vous deux, il n'y a pas de musique dans la famille. Non. Donc c'est toi qui apportes ça. Ouais. Notre père, il est mécanicien, un très bon mécanicien d'ailleurs, donc rien à voir. Et nous sommes seuls. Et tant mieux. Hein. Mais comment ça vient du coup? Tu dis à 10 ans, tu te mets à écrire, tu te mets à chanter et tu te mets à composer, mais il faut pouvoir introduire, j'imagine, les instruments à la maison. Ouais. À quel âge? Ouais. C'est drôle que tu en parles, parce que j'imagine que tu ne connais pas cette histoire. Donc il y avait toujours ce problème, un petit peu ce braquage de la part de mes grands-parents. Et nous, on n'avait vraiment pas d'argent. Donc pour aller au conservatoire, il fallait de l'argent. Du coup, j'ai gagné une bourse qui m'a... Je me souviens plus très bien quand ça se passait, mais une bourse où la mairie, en fait, payait toute mon éducation musicale. Donc ça, c'était génial. Mais j'avais pas de piano à la maison. Donc pour m'entraîner, et aujourd'hui, en tant que prof de piano, je sais à quel point il est important de s'entraîner régulièrement chez soi. Je n'avais pas de piano. Donc au début du conservatoire, j'allais à l'école, en fait, après les heures, et il y avait la gardienne qui me passait la clé, et moi, je m'entraînais. Je me souviens, je rentrais, il faisait déjà soir, il faisait déjà nuit. Je garde un bon souvenir de ça. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Il me fallait un instrument à la maison. Et en fait, c'est le maire de ma ville. Tu te souviens du nom de la ville? Non, je sais qu'il y a 2 mots. Oui, mais c'est le maire de Gorzów Wielkopolski qui m'a offert... Mais toi aussi, tu le dis trop vite. Oui, je fais un peu exprès. Et donc, c'est le maire qui m'a offert le piano. Wow. Oui, parce que comme j'ai représenté la ville à des concours, Mais à etc. ce moment-là, t'es grand alors? Bah, non, c'est là que j'avais 12 ans. Ah oui, Ouais. Tu représentais déjà si tôt la ville? Oui. Et donc, je reçois mon piano. Je sais où il est toujours. Alors, il n'est plus chez mes grands-parents parce qu'ils sont partis, ils nous ont quittés il y a 5 ans. Donc, je reçois mon piano et c'est sur ce piano-là que je compose des chansons et que je continue mon apprentissage. Donc, c'est vrai, cette histoire du piano, elle est très forte, quoi. Et je me souviens le jour où le piano a été livré chez nous. Il y avait ce gros camion. Nous, on vivait dans un vieil immeuble un petit peu négligé avec mes grands-parents. Et il y a ce gros camion qui arrive et tous les voisins regardent par la fenêtre. Et là, il y a le monsieur qui sort, le beau piano. Et moi, et ma grand-mère qui était très fière, elle était très, mais aussi toujours un petit peu inquiète. Bah oui. Elle disait, tout prend forme, il va partir. Il sera jamais médecin. À 12 ans? Oui. C'est joli quand même. Oui. C'est une belle histoire. Oui, moi j'aime beaucoup mon histoire. Alors il y avait des moments qui étaient difficiles, mais j'avais besoin de ces moments pour être qui je suis aujourd'hui, je pense. Donc cet homme heureux et souriant que tu as en face de toi. Et comment tu te décides, à quel moment tu dis, bon, allez hop, je vais en France? C'est ma prof de français qui me disait, Michał, il y a vraiment un très bon potentiel, mais si tu veux vraiment parler français, il faut partir en France, au moins quelques années. Et moi, je lui ai dit, d'accord, madame, mais vous pouvez appeler ma grand-mère pour lui dire ça? Comment je vais faire? Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. Donc en fait, elle a trouvé ce cursus à la Sorbonne où on recevait des étudiants étrangers pour faire, alors ça s'appelait le DUG à l'époque, voilà, donc les 2 années, qu'avec des étudiants étrangers et ensuite rejoindre les étudiants français pour la licence. Elle a trouvé ce cursus, elle a trouvé tout ce qu'il fallait faire en fait pour être reçue. Et elle m'a dit, on va tout faire pour que tu sois reçue. Et je dis, mais madame, j'ai pas d'argent, comment on va faire? Elle m'a dit, bah pareil, on va écrire en mer, on va essayer d'avoir des bourses, etc. etc. Et ouais, elle a changé ta destinée. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'était tout un chemin, ça a duré 2 ans à peu près de préparation. Et je suis parti à Varsovie, donc la capitale de la Pologne, pour passer l'examen. J'ai été reçu. Ensuite, il fallait que je sois reçu dans une université en Pologne où on étudie le français. Voilà, il y avait toutes les étapes à franchir. Tu arrives en France, tu fais ton DUG, ta licence? Non. Donc j'arrive en France, donc je rentre à la Sorbonne en octobre 2002 et en août 2003, je suis à la Star Academy. Et comment tu intègres l'émission? Tu passes un casting classique? Oui. Le casting classique qui a duré très longtemps, ça a duré quelques mois parce que
À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et tant mieux. Je suis très heureux d'avoir vécu cette aventure sans tout ça. Il fallait envoyer, attention, une VHS. Oui. Et puis après, attendre 2 mois que quelqu'un te contacte. Au début, on était 50 000, après on était 20 000. Et je recevais à chaque fois des formulaires. Là, vous êtes dans les 10 000. Et tu sais, quand tu es dans les 10 000, tu continues ta vie normalement. Oui, 10 000, voilà. ça reste un chiffre Donc, énorme. moi, j'avais un petit boulot d'étudiant. Je travaillais dans un bar, j'étudiais à la Sorbonne. Voilà, et j'ai passé des étapes comme ça. Et à un moment donné, on était, je me souviens, 35. Et là, je fais Ah, quand même. J'appelle mamie ou pas? Et surtout que on nous a dit 3 jours avant l'émission qu'on était pris parce qu'à l'époque, c'était un vrai phénomène de société. Il fallait que ça soit secret. Exactement. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce qui fait qu'il était vraiment possible de garder le secret jusqu'au bout. Mais il fallait que tout le monde collabore. Donc nous, on signait des contrats comme quoi on ne pouvait pas en parler, quoi. Donc jusqu'au dernier moment, il fallait tenir tout ça en secret. Et voilà, et l'aventure a commencé. Et la suite. Et quand tu entres dedans, tu sais que ta vie va changer? Oui. T'en as conscience? Oui. Moi, j'en avais conscience. Parce que rien que ces quelques jours qui précèdent et le jour du premier prime, ta vie, elle a déjà changé. Parce que tu te retrouves sur un plateau de télé. Je me souviens, j'avais mon piano, j'avais mon micro. Je me suis dit, OK, c'est là que tout commence. Et puis, on te coupe de tout, on t'enlève ton portable. Tu sais qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare. Et après, tu croises juste les doigts. Parce que mon objectif, c'était pas de passer à la télé. Mon objectif, c'était de débuter ma carrière. Et c'est vrai que c'était un joli moyen de le faire. Mais je pense que si j'étais resté dans l'aventure 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. T'arrives en finale. Voilà, j'ai eu la chance d'être resté 4 mois. Mais ça, on ne le sait pas quand on rentre. Donc c'est ça ce qui me prenait un petit peu la tête. Parce que moi, j'avais vraiment des projets très sérieux. Je voulais vraiment être Tu étais super artiste. déterminé. Oui, hein. oui, oui. Et je me suis dit, si ça va me nuire, ce serait dommage. Voilà. Donc j'ai tout fait pour rester le plus longtemps possible. Et T'as été déçu de ne pas l'emporter? non. Parce qu'on se souvient de toi comme si tu avais gagné. Bah, je te remercie. Non, j'ai pas été déçu parce que je portais déjà un tel amour pour Élodie. Je savais qu'il y allait y avoir de belles choses qui allaient se passer. Sur le moment, je savais pas qu'elle allait décider de partager les gains. Parce que c'est ça qui est exceptionnel, c'est que c'est la seule gagnante de la Star Academy qui a partagé les gains avec le finaliste. C'est vrai. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, évidemment, on parle de l'argent et c'est génial. Voilà, c'est 1 million d'euros, donc j'ai reçu 500 000 euros. Mais qui est une avance de la maison de disques, donc déjà imposée à 50%, etc. Voilà. Mais tout ça, on s'en moque, c'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que la production et la maison de disques étaient très surprises par le geste d'Élodie. Ils ne savaient pas très bien comment s'en sortir juridiquement. Et le plus simple pour eux, c'était de faire signer C'était de préparer 2 contrats de gagnants, en fait. Ça veut dire que le lendemain, moi, j'ai signé un contrat de gagnant de la Star Academy. Grâce à elle, en fait. Grâce à elle, grâce à ça. Je ne sais pas si la maison de disques était contente, ils n'avaient pas le choix, en fait. Ça veut dire qu'Élodie, elle a fait un coup énorme, en fait, en direct, sans prévenir la prod. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai pas pu être malheureux, en fait. Comment tu veux être malheureux? Et puis, je ne te cache pas, maintenant, je réalise des choses. J'avais un petit peu moins de pression qu'elle. Parce que c'était quand même elle, la gagnante principale. T'étais moins attendue, tu penses? J'avais moins de pression par rapport pour la préparation de mon premier album. Non, la pression, alors pas attendue. Je pense que l'album, il était attendu et la suite était attendue. Mais moins de pression de la part des médias, moins de pression de la part de la maison de disques. Parce que c'était elle, la gagnante. Donc moi, j'étais un petit peu ce mec qui a signé le contrat de gagnant, mais qui était un peu plus tranquille. Tu vois? Et t'as aimé cette posture-là? Oui. Et je l'aime jusqu'à aujourd'hui, je pense. Toujours ce truc de je fais ce que je veux. Et vous avez donc as encore des contacts avec Élodie, donc vous êtes extrêmement proches. Et avec d'autres candidats de la Star Academy? Oui. Il y a Pachi Gara, ouais, qui est un homme que j'adore et un artiste que j'adore. Lucas Delcourt aussi, qui a fait partie de ma saison et que j'aime beaucoup. On se voit beaucoup moins avec les autres. On a un petit groupe sur WhatsApp pour se faire des petits coucous de temps en temps ou d'envoyer nos têtes, à quoi on ressemble aujourd'hui. Ça va. Sais qu'on est, oui. Je sais qu'on est liés à jamais, mais ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs amis du monde. Tu sais, c'est une sorte de colonie de vacances où on travaille énormément, attention. Où tu sais, à la fin, tu te dis « Waouh, mais on va être toujours ensemble, on va faire des trucs ». Et après, chacun prend son chemin, chacun fait sa vie.
Et certes, moi, j'ai surtout gagné une sœur, qui est Elodie, et quelques copains. Mais on ne va pas dîner tous les 16, tous les vendredis soirs depuis 20 ans. Donc si tu le veux bien, on va passer sur la dernière partie, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Oui. Toi, tu n'as pas connu l'école française, mais est-ce que tu as quand même un regard et un avis dessus? Je peux comparer à l'école, au système polonais ou pas? Bien sûr. Je pense que le système polonais est plus difficile et plus exigeant. Et ça, c'est déjà une réflexion que je me suis faite quand je suis rentré à l'université, à la Sorbonne. Alors, je ne sais pas si ça vient de la lourdeur de l'histoire de notre pays, où il fallait toujours se battre pour quelque chose, où on disparaît de la carte de l'Europe et on revient, on disparaît, on nous départage. Mais je sens qu'en Pologne, c'est plus difficile et que les profs sont plus exigeants et que l'éducation est plus sévère. Et ça, j'observe ça encore jusqu'à aujourd'hui quand je vois mes élèves, surtout mes élèves enfants qui sont toujours à l'école ou un peu plus grands qui sont dans les écoles supérieures. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus facile en France. Bah, en vrai, quand on voit ton niveau de français, si nous, on étudie 4 ans seulement une langue, on n'est pas bien. Après, je pense que j'étais un petit peu obsédé aussi. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer dans le système français? Pour moi, par exemple, il était lunaire de savoir qu'il n'y avait pas à l'école les mercredis. Ah oui? Oui, parce que nous, quand je dis ça à mes copains polonais, ils disent « Mais comment ça » Donc du coup, l'enfant, il va à l'école lundi, mardi, il commence à rentrer dans le rythme, et le mercredi, bam! Bon, certes, il y a tellement d'activités extrascolaires. Après, il y avait le matin aussi. Mais pas dans toutes les écoles, j'ai l'impression. Je le vois avec mes élèves. Parce que c'est vrai que du coup, pour moi, le mercredi, c'est ma journée de folie, parce que c'est là où je vois la plupart de mes enfants. La plupart de mes enfants, je les vois les mercredis. La plupart de mes élèves enfants. Donc je vois qu'ils font beaucoup de choses, d'activités extrascolaires, et c'est génial. Mais c'est vrai que pour moi, c'était surprenant. Je me mettais à leur place et je me disais, moi, ça m'aurait... Cassé le rythme. Autant que Fayot et bon élève, etc., ça m'aurait un peu cassé le rythme. Parce que quand même, c'est une sorte de démarrage lundi matin. Et de le couper le mercredi, moi, ça m'aurait dérangé. Après, attention, je suis personne pour juger, voilà. Mais c'est juste une petite remarque qui m'a surpris autant que quelqu'un qui sort de notre système. Je comprends. Ouais. Est-ce que s'il y avait une chose dont la France doit s'inspirer sur la Pologne, ça serait quoi? Oh, mais chaque pays est différent et chaque système, il est différent. Après, j'aime bien l'idée qu'on insiste un petit peu sur les langues étrangères en Pologne, peut-être un peu plus qu'en France. On en aurait besoin, oui. T'es pas la première personne à le dire ici. Mais je le dis, en même temps, je culpabilise de le dire parce que ça, du coup, ça devient une généralité. Alors que j'imagine qu'il y a des écoles qui travaillent un peu plus. Non, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, quand je retourne la question. Non, je pense que non. Je pense que t'es pas le premier à le dire et que ceux qui l'ont dit avant ont étudié en France. Enfin, et c'est vrai qu'on a. D'accord. On a un petit problème avec les langues, c'est vrai. Après, je peux comprendre, la vôtre, elle est tellement belle. Moi, j'ai mis des années à l'apprendre, donc je peux pas maintenant dire « Ah, les Français, c'est quand même dommage, ils n'apprennent pas les autres langues », parce que moi, je suis tellement heureux de parler français que je peux comprendre, hein, quelque part, votre positionnement. L'école de demain, tu la vois comment? J'espère juste qu'on ne va pas perdre l'essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, j'espère qu'un petit peu comme dans la musique, ou même dans le mode de fonctionnement, ou même dans la mode, etc., on aura des moments de revival où on retrouve un peu les racines. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, j'ai l'impression que, et ce qui est normal, parce que les écoles suivent ce qui se passe dans la société, donc ça devient de plus en plus moderne, avec les tablettes, avec... Je pense que ce qui me fait le plus peur pour les générations, alors moi je n'ai pas d'enfants, mais j'en vois beaucoup et ils font partie de ma vie là. Évidemment, je parle de mes élèves. Oui. Je pense qu'il y a un truc de quarantenaire là qui se met en place, où je parle de ma filleule qui a 8 ans et qui vit en France. J'espère juste que toutes les histoires de l'intelligence artificielle, de ces chats qui les aident, où ils peuvent se faire aider à faire leurs devoirs, j'espère que ça ne va pas prendre le dessus. Parce que j'ai déjà vu mes élèves enfants, voilà, ça y est, j'ai compris que ce n'était pas mes enfants, essayer de faire leurs devoirs grâce à ce genre de choses. Ah oui? Oui, j'ai vu et je trouve ça... Et je ne suis pas leurs parents, donc je ne peux pas leur faire la morale, mais parfois je me suis quand même autorisé à leur dire « ça ne sert pas à ça, en fait ».
Et ils me disent oui, mais de toute façon, là c'est un truc de maths. Tu sais, moi je lis pas mon avenir à ça, donc ça va me servir à rien. Et je leur dis mais c'est l'apprentissage en lui-même qui va te servir à quelque chose. Certes, parfois on apprend des choses qui ne servent à rien, mais c'est justement juste tout ce chemin qui va t'apprendre quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que toi, tu as raisonné. Oui, et c'est pour ça que je m'autorise à leur donner des conseils. Mais c'est vrai que toute cette histoire de l'intelligence artificielle me fait peur, parce que les enfants ont accès à ça, et du coup, là, ça peut être dangereux. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, je suis désolé, j'ai été très bavard. On ne peut pas faire volume 2. On va être obligé. En tout cas, merci. Je ne vous ai pas raconté plein de choses encore. C'est vrai. En tout cas, merci de nous avoir livré tous ces souvenirs. C'était super joli. C'est une belle leçon de vie. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV. Merci beaucoup.